Bienvenue à cette émission spéciale de Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean, une table ronde consacrée au sujet de l'heure, c'est le cas de le dire particulièrement aujourd'hui, ce sujet de l'heure, la hausse des droits de scolarité. Pour ou contre cette hausse des droits de scolarité? C'est Jean-Pierre Girard qui vous accueille pour ce débat fondamental qui touche sûrement un des piliers de notre société, c'est-à-dire l'éducation. Et vous le savez, ça provoque énormément de remous partout au Québec. 4 invités pour discuter de ce sujet aujourd'hui. Je vous les présente tout de suite. D'abord, le recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, M. Michel Bellé. Bonsoir, M. Bellé. Bonsoir. Nous avons également M. Mathieu Morin. M. Morin, étudiant au Cégep de Jonquière, militant contre la hausse des droits de scolarité. Bonjour, M. Morin. Bonsoir. Et puis, je crois que pour vous, c'est un effort particulier parce que vous auriez bien aimé être à cette manifestation à Montréal. Oui, je serais sûrement avec mes collègues dans les rues de Montréal. Alors, nous apprécions d'autant votre présence. Madame Jeanne Ménard, Madame Ménard, vous êtes étudiante au Collège d'Alma et vous êtes en faveur de la hausse des droits de scolarité, je crois? Oui, je suis en faveur. On a hâte de vous entendre là-dessus. Monsieur Jean Murdoch, finalement, M. Murdoch qui est président du syndicat des enseignants du Cégep de Jonquière. M. Murdoch, bonsoir. Bonsoir aussi, Gérard. Et vous, au Cégep de Jonquière, les enseignants, vous avez pris position, je crois, fermement là-dessus. Oui, depuis les revendications étudiantes, on a un mandat à l'unanimité de notre Assemblée générale. Oui. Monsieur Bellé, vous, on va mettre la table tout de suite, là. Vous dites que cette hausse des droits de scolarité, elle est absolument nécessaire aujourd'hui, oui, en 2012? Ben, en fait, ce qui est absolument nécessaire, c'est qu'on procède à un refinancement des universités pour s'ajuster à ce que les autres universités ont à la grandeur du Canada. Je pense qu'il a été reconnu que les universités avaient un sous-financement chronique. On parle de 500, 600 millions. C'est revisé à chaque année et il est temps qu'on contribue à baisser cette différence-là pour maintenir la qualité de l'enseignement. Et pour combler ce sous-financement, la hausse des droits de scolarité, ce serait une mesure importante, ce qui contribuerait de beaucoup, oui? Ben, ça fait partie d'un ensemble qui a été proposé par le gouvernement, c'est-à-dire de solliciter les étudiants, que le gouvernement réinvestisse lui aussi dans l'enseignement supérieur et qu'on sollicite le milieu privé pour contribuer aussi. Mathieu Morin, étudiant au Cégep de Jonquière, vous entendez ces propos. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? La hausse des droits de scolarité, vous êtes fermement contre du côté des étudiants, enfin, de ceux que vous représentez. Là. Définitivement. Puis comme M. Bellé vient de le dire, il n'y a pas que dans les poches des étudiants qu'on peut aller chercher de l'argent. D'une part, moi, j'aimerais que les universités fassent le véritable travail de démontrer de combien d'argent qu'ils ont véritablement besoin, parce qu'on l'a vu, toutes sortes de fiascos immobiliers, mauvaise gestion. La rectrice de l'Université McGill là, qui fait payer son paysagement là, sur son budget d'université. Donc ça, comme contribuable aussi, là, on a un peu de la misère comme étudiant en voyant ça. On se dit, est-ce qu'on devrait vraiment, nous, payer nos frais de scolarité sur notre carte de crédit? Autrement dit, vous vous demandez où ira l'argent, c'est ça? Exactement, d'une part. Donc, une fois que cette démonstration-là sera véritablement faite d'une manière sérieuse et rigoureuse par les universités, il y a des endroits où on peut aller chercher de l'argent. Mais ça, je pense, M. Bellé est d'accord. Il n'y a pas que dans les poches des étudiants. C'est un débat de société. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Madame Ménard, Jeanne Ménard, oui. Vous êtes étudiante, vous, et vous êtes en faveur de la hausse. Peut-être que ça peut surprendre des auditeurs, des téléspectateurs aussi, d'être en faveur de la hausse quand on est étudiant. Pourquoi est-ce que vous êtes en faveur de cette augmentation? En fait, à la base, moi, je suis mère de 3 enfants, donc je pense à l'avenir de mes enfants. J'ai 3 jeunes enfants de 5 ans, 4 ans et 2 ans. Moi, le pourquoi je suis pour la hausse des frais de scolarité, c'est simple, c'est parce que présentement, je paye pour mes études, je paye pour les études de mes parents, puis je veux pas que mes enfants payent pour leurs études, les études de leurs parents, puis les études de leurs grands-parents. Oui, alors vous dites, bon, il y a une facture ici, puis c'est à nous de l'assumer, ou à peu près? Ben, en fait, c'est aux étudiants. Pour moi, aller aux études, c'est hypothéquer son avenir. Pas hypothéquer son avenir, c'est hypothéquer son présent pour aller augmenter son avenir. Pour moi, c'est ça, les études, les frais de scolarité. Ouais. Donc, moi, c'est un choix que j'ai pris. C'est un choix que j'ai fait de retourner aux études. J'ai décidé de retourner, de payer ce que ça allait me coûter, puis ensuite, de pouvoir avoir un meilleur avenir. Alors, vous êtes prête à assumer tout cela, je comprends. Mais au cœur de tout cela, là, on parle beaucoup d'accessibilité. M. Bellé, on se dit, si les droits de scolarité sont augmentés, c'est évident, il va y avoir un impact sur l'accessibilité aux études supérieures. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous? Ben, c'est une préoccupation très importante de tout le milieu universitaire que de maintenir l'accessibilité. Et on peut en parler sous plusieurs dimensions. Celle des frais de scolarité comme telle, pas vraiment de démonstration de fait là, que l'accessibilité
historiquement, ait affecté la fréquentation universitaire. Il y a une foule de facteurs qui peuvent affecter cela. Mais remettons les choses en perspective. Ce dont on parle, c'est en 2017 que les étudiants paient ce qu'un étudiant payait quand il a étudié en 1998. Oui, c'est un peu le discours. Non, 1970. Oui, puis là, vous excluez 33 de la facture étudiante. Vous excluez tous les frais institutionnels obligatoires parce que ce qu'on constate, dans les faits, par exemple, vous, M. Bellé, vous avez diplômé là, de votre maîtrise en 1977. Si on indexe les frais de scolarité aujourd'hui, ça représente environ 2000 $. Moi, je vais devoir en payer après la hausse 4700 $ avec ces fameux frais institutionnels obligatoires qui ont été créés dans les années 90. Ouais. Donc, ce qu'on constate d'un point de vue intergénérationnel, présentement, les étudiants d'aujourd'hui vont payer 2 à 3 fois plus cher que leurs parents et ça n'a aucun sens. M. Bellé, 2 à 3 fois plus cher? Moi, j'ai étudié en 69, là, donc j'ai payé 500 $. Ouais. Il y avait quelques frais institutionnels à l'époque aussi, qui ne sont pas documentés parce que ça remonte à très, très loin. Mais il faut voir aussi qu'il y a des frais qui sont payés, mais il y a aussi des services qui sont donnés dont bénéficient nos étudiants directement. En 1968, il y a eu une révolution au département d'administration. On a acheté une calculatrice électrique, alors électromécanique, et tout le monde s'en est servi. Alors que est-ce que vous nous dites les services qu'on a aujourd'hui n'ont aucune commune mesure avec ce qu'il y avait à l'époque, c'est ça? Il y a beaucoup plus de services qui sont offerts. Et on peut dire aussi que le bon était, je faisais la relecture du rapport Parent. À l'époque, il y avait 4% des personnes, des Québécois qui avaient accès aux études universitaires. Le réseau de l'Université du Québec a permis donc l'accès à un plus grand nombre aux études supérieures. Ça, c'est très important. Donc, pour nous, la question de l'accessibilité est très importante. Donc, notre inquiétude, elle est d'ailleurs soutenue par le rapport du Conseil supérieur de l'éducation qui parle là, d'une diminution de la fréquentation d'autour de 2,1 %. Vous croyez qu'il y aura un impact sur la fréquentation, sur l'accessibilité? Parce qu'on ne parle pas, écoutez... Et elle est brutale. Cette augmentation, elle est brutale. Mais on parle de 75 là, dans... C'est 75 d'augmentation, mais c'est 325... C'est pas tout de suite. 325 plus 325 par année. Ça fait 650. 650 pendant 5 ans, c'est ça. C'est ça, jusqu'à 1625. Puis on sort déjà d'une hausse de 30 À cela vient s'ajouter cette hausse-là de 75 Et moi, je suis un ancien administrateur de ce fameux comité dont M. Murdoch parle, le comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études. Et nous, à partir de recherches sérieuses et rigoureuses, on a déterminé que jusqu'à 7000 étudiants, une université de la taille de l'UQAC, 7000 étudiants, n'auront plus accès à l'université. Et ça, pour nous, les étudiants, c'est inacceptable. Dans la société d'aujourd'hui, on a besoin de tous les étudiants, des meilleurs étudiants, et ce ne doit pas être la grosseur du portefeuille qui détermine quels étudiants peuvent aller à l'université. La question de l'accessibilité, on le disait, c'est fondamental. Jeanne Ménard, qu'est-ce que vous répondez à cela, vous, quand on dit que cette augmentation des frais de scolarité va avoir un impact immédiat sur l'accessibilité? Il va y avoir moins de gens qui vont aller aux études supérieures. Malheureusement, moi, je crois pas à ça. Moi, je me dis que quand une personne veut vraiment aller à l'école, elle se donne les moyens pour y aller. Une personne qui veut réussir dans la vie est capable de se donner les moyens pour réussir dans la vie. Faut comprendre aussi que ça fait 33 ans que les frais de scolarité sont gelés. La livre de beurre a continué d'augmenter, le gaz a continué d'augmenter, mais les frais de scolarité restent au même position. Mais il y a quand même une petite augmentation au cours des dernières années. 2007, il y a des augmentations. Non, puis les frais institutionnels obligatoires, dans les faits, si on regarde la courbe des frais de scolarité, elle suit le rythme de la vie. Pourquoi? Parce qu'en 1989, le gouvernement de M. Bourassa a triplé les droits de scolarité et a créé les fameux frais institutionnels obligatoires qui augmentent environ, M. Bellé, vous me corrigerez, environ de 5 % par année dans les années 90. Donc, ça suit l'inflation. Donc, quand on dit que les frais de scolarité sont gelés, c'est parce qu'on oublie de calculer les frais institutionnels obligatoires. Parce que lorsqu'on regarde la vraie facture étudiante, elle suit le coût de la vie depuis les années 90. Mais il reste une chose quand même, M. Bellé, vous allez nous le rappeler encore, c'est ici, au Québec, où les frais de scolarité sont les moins élevés de tout le Canada, c'est ça? Non, c'est très clair. Et même après la hausse, ils seront encore... on n'aura pas atteint la moyenne des frais de scolarité. Moi, je crains pour l'accessibilité pour un autre facteur. Vous savez, c'est un peu culturel d'aller à l'université. Et j'entends, moi, depuis 1 an, des gens qui disent que, dorénavant, les gens qui ont peu de moyens n'auront plus accès à l'université. J'ai peur que ce discours-là fasse du chemin. Bien sûr. Or, la vérité, c'est que les étudiants qui ont vraiment peu de moyens
sont couverts par le prêt et bourse, et ceux qui bénéficient de bourse, la hausse est pleinement vraiment peu de moyens, vous l'avez mentionné. Mais on fait supporter à 80%. C'est quand même 25% des étudiants au Québec. Il y a 25% des étudiants qui marchent à l'heure actuelle pour lesquels il n'y aura aucun impact. Vous avez raison de le dire, parce que c'est important. Qui va soutenir donc cette augmentation-là? C'est donc les gens qui n'ont pas accès aux prêts et bourses. On calcule, selon les chiffres que j'ai vus, que c'est autour de 80% des étudiants qui vont donc assumer eux-mêmes, soit par une contribution des parents qu'ils ont peu ou pas, parce qu'on parle de 60 000 $ par année pour soutenir des études universitaires. Moi, je pense que c'est un plancher qui est beaucoup trop bas. C'est un leurre. Donc, nous, la crainte dans l'accessibilité, c'est aussi le travail étudiant. Ça veut dire que les étudiants vont travailler. On sait qu'après un certain nombre d'heures, ça remet en question leur réussite. Le décrochage aussi, parce que tu peux t'inscrire à l'université, mais devant des coûts qui sont de très élevés, ça favorise le décrochage aussi. Il y a plusieurs écueils à ça. Mathieu Morin, là-dessus, tiens, justement, on va aller à la pause, mais tout de suite, là, parce qu'on dit les étudiants doivent faire leur part aussi. Vous l'entendez, celle-là? Ça fait partie, justement, des arguments. C'est une erreur, ne serait-ce que sur le plan légal. Selon le Code civil du Québec, normalement, ce sont les parents des étudiants qui doivent assumer la facture des droits de scolarité. Ce qu'on constate, d'ailleurs, le programme de prêt et bourse est conçu comme ça. Deux parents qui gagnent 30 000 $ chacun, donc 60 000 $, l'étudiant est automatiquement exclu des bourses gouvernementales. Donc, lui, cet étudiant-là, parents dans la classe moyenne, c'est une nouvelle taxe à la classe moyenne. Et malheureusement, les parents, parfois, c'est pas de mauvaise volonté, ils pourront plus aider leur enfant. Et c'est là toute la problématique de la hausse des droits de scolarité. On poursuit dans un instant, une petite pause, et on revient donc à notre débat, notre table ronde sur la question de l'heure, c'est-à-dire pour ou contre la hausse des droits de scolarité. À tout de suite. De retour donc à notre débat, notre table ronde sur cette question de l'heure, pour ou contre la hausse des droits de scolarité, une question drôlement importante, en particulier aujourd'hui, car aujourd'hui même, des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la hausse des droits à Montréal. Monsieur Bellé, on a parlé tantôt justement, Michel Bellé, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, on a parlé de, l'utilisation de ces fonds, justement. Il y a des gens qui s'interrogent maintenant sur l'utilisation des fonds du côté des universités. Cette hausse-là, est-ce que ça va améliorer la qualité de l'enseignement? Est-ce qu'il va y avoir davantage de professeurs et moins de chargés de cours? Est-ce que vous serez en mesure de compétitionner? Comment voyez-vous ça, vous? Bien, en fait, la hausse est accompagnée aussi d'une obligation de reddition de comptes de la part des universités qui est mise en place à l'heure actuelle avec la négociation d'entente de partenariat avec le ministère qui prescrit l'usage des sommes supplémentaires qui seront accordées. Faut dire aussi que 35% des frais de scolarité supplémentaires qui seront perçus vont à l'aide aux étudiants. Donc, il y a comme une péréquation entre ceux qui sont mieux nantis. Il reste que, en termes d'accessibilité, il y a un trou au niveau de la classe moyenne. Et on a regardé ça. Et on a d'ailleurs fait des recommandations au gouvernement d'un ensemble de mesures. Et l'ensemble de l'Université du Québec invite le gouvernement à corriger le programme de prêts et bourses pour justement faire en sorte que personne au Québec ne soit privé d'accès à l'enseignement. Puis je voudrais vous entendre, moi, parce qu'on l'entend aussi cet argument-là, la valeur du diplôme. Les universités ont besoin de davantage de fonds, davantage de ressources pour avoir des diplômes, justement, qui sont en mesure de se comparer, parce que de la compétition, on le sait, entre les universités, avec ce qu'on voit, avec ce qui est offert ailleurs. C'est un argument qui vous touche. On tente de faire quelque chose qui me tracasse dans ça. On tente de faire deux débats en même temps. C'est-à-dire le besoin des universités qui sont fondés sur des revendications, sur des besoins concrets de financement, et la hausse des frais de scolarité. C'est comme si, parce qu'il y a des besoins universitaires, on doit faire une hausse des droits de scolarité. Oui. Moi, je pense qu'on doit dissocier les deux questions pour préserver et trouver l'argent ailleurs. Il y a d'autres moyens. L'impôt est progressif. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un économiste, mais on lit plusieurs propositions qui sont faites, notamment du côté de la fiscalité, par exemple, d'ajouter des paliers d'imposition, de lutter contre l'évasion fiscale, etc. Ouais. Il y a un ensemble de mesures qui permettraient de récupérer des sommes substantielles parce que
que la gratuité, même au niveau universitaire, est quelque chose d'accessible. On parle de 300 à 600 millions pour assurer l'accès à tous les Québécois qui ont le potentiel de le faire et qui le désirent le faire. Et puis peut-être que si je peux ajouter sur les différentes mesures, j'aimerais d'ailleurs entendre M. Bellé là-dessus. Moi, personnellement, comme étudiant, présentement, j'ai accès à un crédit d'impôt sur les droits de scolarité. Or, ce crédit d'impôt-là, malgré que j'y ai droit à la fin de l'année, il est non remboursable. Donc, j'y ai droit à la fin de mes études. Malheureusement, là, présentement, je dois m'endetter. Donc, j'ai de l'intérêt sur mon endettement, mais pourquoi ne pas abolir ce crédit d'impôt-là qui représente près de 200 millions? La hausse des droits de scolarité, au total, si on enlève tous les frais administratifs, vous dites qu'il y aurait des fonds à aller chercher là. Mais assurément, ça irait chercher plus d'argent que toute la hausse des droits de scolarité que d'abolir ce crédit d'impôt qui ne sert pas réellement aux étudiants, puisqu'on ne peut pas s'en servir, puisque moi, je ne paie pas d'impôt. Avant que M. Bellé réponde à cela, j'aimerais parler à Mme Jeanne Ménard, un aspect qui m'intéresse en particulier, parce qu'on l'entend beaucoup, celle-là. Vous dites, nous, les étudiants, oui, vous êtes en faveur de la hausse des droits de scolarité. D'ailleurs, est-ce que c'est un point de vue qui est vraiment marginal parmi vos collègues au Cégep d'Allemand? Vous êtes au Cégep d'Allemand? Oui, moi, je suis au Cégep d'Allemand, mais le débat au Cégep d'Allemand, c'est plus pour ou contre la grève générale illimitée. Oui, le fond de la question est moins abordé, c'est ça? Au niveau du fond de la question, c'est un petit peu moins abordé. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je ne sais pas si je suis marginale, parce que c'est pas un point de vue que je discute généralement avec les personnes qui ont le même avis que moi, parce que je suis une personne qui cherche toujours à vouloir changer d'idée. Sortez-moi des arguments, je suis ouverte. Et jusqu'à là, est-ce que vous êtes ébranlé, là? Non, vraiment pas du tout. Et moi, j'ai une vision des choses qui est la suivante. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'accessibilité aux prêts et bourses parce que leurs parents, le salaire de leurs parents est pris en compte. Oui. Pour moi, l'éducation, c'est... oui, il faut que ce soit accessible, sauf que c'est un choix. OK? Je parle de l'université et du collège, c'est un choix. L'obligation se termine à 16 ans, puis après ça, c'est un choix de vie qu'on fait. Pour moi, OK? Pour moi, c'est un droit quand même. Là où le bas blesse, pour moi, c'est que, en fait, les étudiants, dans le fond, étant donné que c'est un choix qu'ils font pour leur avenir, ça devrait être... Ils devraient avoir un prêt qui devrait être fait, qui rembourse à la fin de leurs études sur X nombre d'années, exemple 30 ans, que ce soit seulement eux qui le remboursent après, si leurs parents ont les salaires des parents soient pas pris en considération, et si après ils peuvent les rembourser, ils les aident. Donc un genre de formule qui pourrait peut-être aider à mais on touche le cœur du débat. C'est-à-dire, est-ce que c'est un investissement seulement personnel pour ton avenir, puis il y a une plus-value qui est ajoutée à ça? Le système d'éducation, c'est un outil collectif de développement qu'on s'est donné à la suite du rapport parent, puis ça, on est en train de l'oublier. Il y a une chose qu'on va oublier non plus, Jean Murdoch, c'est que les gens qui vont à l'université vont avoir des revenus drôlement plus intéressants que la plupart de ceux qui vont payer plus d'impôts parce qu'ils ont des revenus plus intéressants. C'est là qu'il se fait le retour. Mais ça reste quand même un choix. Donc ça, c'est un droit à l'éducation. Les sociétés développées offrent la gratuité jusqu'où ils peuvent aller. Moi, je pense qu'on est rendu au Québec, dans une société développée comme la nôtre, à ouvrir les portes des universités pour que chacun des Québécois y ait accès. Moi, je pense que c'est ça qu'on doit faire. Choix de société, M. Bellé, c'est ça? Je suis un enfant du rapport parent et j'ai eu la chance même d'avoir accès à l'université à Chicoutimi. Donc, je me sens privilégié d'avoir ça, puis je renie pas cette chance-là. C'est profondément mes valeurs de parler d'accès à l'université. Mais qu'il y ait une contribution étudiante, ça m'apparaît souhaitable et ça ne m'apparaît pas exagéré ce qui est demandé à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est brutal, mais il y a des questions de conjoncture aussi. Les gens vont payer plus d'impôts. Oui, ils vont contribuer mieux, mais la réalité d'aujourd'hui, ce qui fait que les sommes ne sont pas nécessairement disponibles, c'est que malgré tout ça, notre taux d'endettement global augmente encore à chaque budget. Les approches de tarification font que les gens, c'est une mesure qui est injuste et régressive. C'est-à-dire que quand tu gagnes 10 000 $ par année et qu'on doit payer 200 $ pour une taxe santé, c'est plus difficile que quand tu gagnes 100 000 $. C'est la même chose pour les droits de vérité. Mais en même temps, quand tu gagnes 200 000 $ et que tu payes pour tes enfants des frais de scolarité très bas, c'est aussi régressif. Ce qui serait progressif, c'est que les gens qui sont mieux nantis payent. Et ça s'appelle l'impôt sur le revenu. Donc, vous êtes ouvert à des nouvelles solutions, M. Bellé? On est ouvert à toutes les solutions. Si on s'assoit et qu'on regarde le programme de prêt-bourse, il n'y aurait pas grand ajustement à faire pour justement vous dites la solution est là, dans le programme de prêt-bourse. On maintient l'augmentation, mais on améliore le tout à fait. système de prêt-bourse.
c'est de la monnaie de poche pour le gouvernement, l'ensemble de la hausse des droits de scolarité. C'est 115 millions. Comme je vous le disais tantôt, simplement le crédit d'impôt sur les frais de scolarité, on règle tout le problème. Présentement, là, il y avait 200 000 étudiants dans les rues. M. Duchesne, tout à l'heure, sur les ondes de Radio-Canada, chroniqueur politique, disait que c'était la plus grande manifestation depuis 22 ans, depuis l'échec du Lac-Meach. Donc là, on est dans une impasse, une véritable crise politique justement, au Québec. on vient d'une impasse, et puis là, le temps nous presse un peu. Les mouvements de pression, les grèves, les étudiants qui se demandent s'ils vont poursuivre. On s'en va où avec ça? Moi, j'appelle le gouvernement à la négociation parce qu'il n'y a pas de dialogue, là. C'est la fermeture totale. Et ça, on s'en va vers une ouverture. Là, il y a M. Ringuette, qui est le recteur, je pense, de l'Université du Québec à Rimouski, là, qui a parlé de médiation. Je trouvais ça quand même assez sage là, qu'à ce point-ci, qu'il y ait une rencontre, au moins parce que les positions se braquent, on le sait. Là. Oui. Donc, moi, j'invite les gens à la négociation. Et nous, on va plus loin. On propose, la Fédération nationale des enseignants, auquel on est affilié, propose des états généraux sur la mission de l'université, son financement, pour moderniser tout ça. On dit que c'est un débat de société. Jeanne Ménard, un mot sur justement les moyens de pression et tout. Vous, Cégep d'Allemand, ça a été assez particulier. Hein? Il a fallu s'en prendre une fois, deux fois pour avoir le vote. C'est assez difficile au Cégep d'Allemand présentement parce que le premier vote n'a pas passé par 6 voix. Ouais. Donc, la grève n'a pas passé par 6 voix. Puis ensuite de ça, le vote a passé, mais ça a passé par 45 voix. Il y a eu plusieurs choses qui sont passées. C'est pour ça qu'il y a des recours judiciaires qui sont engagés présentement là, contre l'association étudiante pour ramener les droits. Oui, c'est vraiment particulier ce qui se passe là. Et Michel Bellé, moi, j'ai vu une ouverture dans ce que vous venez de nous dire. Là. Vous dites, il y aurait de quoi faire avec l'amélioration du programme de prêt et bourse. À votre avis, elle est là, la solution? Parce qu'il va falloir qu'il y en ait une solution à un moment donné. Au rendez-vous de novembre dernier, ce dont était question, c'était ce genre de choses-là. Oui. La décision était déjà prise. La décision était prise d'ajuster les frais de scolarité. Mais cela dit, après, il y a une foule d'ajustements qu'on peut faire pour, je dirais, là, faire en sorte que personne ne soit pénalisé et ne puisse pas avoir accès. Oui. Et ça toujours été ouvert. Mais encore faut-il qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse en discuter. La balle est dans le camp du gouvernement. Oui, le gouvernement ne veut pas s'asseoir présentement. La balle n'est pas seulement dans le camp du gouvernement. Les gens ont quitté la table à l'automne dernier. C'était planifié. Peu importe ce qui était dit, les autobus étaient tous loués. Les décisions étaient prises. Les gens ne pouvaient pas rester mais il y a une chose, parce qu'on se rend compte, c'est inflexible des deux côtés. D'un côté, on ne veut pas discuter. De l'autre, on n'offre pas beaucoup d'ouverture. Les étudiants sont prêts à s'asseoir avec le gouvernement. On est prêt à s'asseoir, mais sur quoi? Ne serait-ce que de discuter, commencer un début de dialogue. Vous allez voir demain dans les journaux, il va y avoir un sondage qui va être publié. Plus de 75% de la population québécoise exige du gouvernement Charest qu'il s'assoie avec les étudiants et discute avec les représentants étudiants. Il y a une crise politique au Québec, plus de 200 000 étudiants dans les rues. Il faut qu'il y ait un dialogue. Oui, là, il y a une crise politique au Québec. Vous avez le mot de la fin, Jeanne Ménard. Plus de 200 000 étudiants, je suis d'accord, mais ça fait un mois que cette grève-là, que cette manifestation-là est programmée. C'est facile d'avoir 200 000 étudiants. On verra bien. Journée, là. On verra bien comment tout cela va se terminer. Enfin, pour notre table ronde, elle est terminée. Hein, pour ce qui est de la question des droits de scolarité, beaucoup d'actions encore au Québec. C'est à suivre, cette question. Merci beaucoup de nous avoir suivis.